Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce plateau spécial dédié à la rétrospective économie 2024. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau notre doyen, Monsieur Abdoulaye Seck, économiste spécialiste des finances et de gestion des risques. Bonjour cher doyen. Bonjour Ousmane, bonjour à tous les téléspectateurs de la SEC TV et je suis très enchanté de revenir encore sur ce plateau et pour discuter avec vous des questions économiques et surtout de la rétro de 2024. Merci doyen. Donc alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord vous proposer un élément que nous avons réalisé qui revient un peu sur cette année 2024 en termes d'économie. Nous allons suivre l'élément et revenir sur le plateau. 2024 n'a pas été une année de référence en termes de performance ni d'activité économique pour l'État du Sénégal. Cela peut se comprendre dans la mesure où elle a accueilli deux échéances électorales majeures dont l'une a été anticipée. C'est dire donc que le premier trimestre de 2024 n'a été quasiment consacré qu'au processus électoral de la présidentielle qui s'est tenu en fin mars 2024. C'est donc à partir de l'installation du nouveau régime en avril que les affaires reprennent véritablement. D'abord par une requête du FMI visant la baisse des prévisions des recettes budgétaires de l'année 2024. Le FMI ayant estimé que les recettes attendues de l'exploitation du pétrole ne seront pas au rendez-vous, suggère alors au nouveau régime de revoir les prévisions et par conséquent les orientations budgétaires. Le Sénégal espérait récolter entre 2023 et 2025 888 milliards de francs CFA de recettes tirées de l'exploitation de l'or noir, dont 327 milliards en 2024 et 501 milliards en 2025. Comme le prévoyait le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel publié en juillet 2022. Mais à l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, ces prévisions qui s'étaient basées sur un début d'exploitation du pétrole fixé en 2023 n'étaient plus d'actualité. D'où la nécessité pour les FMI de corriger l'erreur. Le nouveau régime continuera d'ailleurs à faire ses premiers pas en économie avec la présence de l'institution de Bretton Woods. Puisqu'après la requête sur le budget, l'FMI est revenu à la charge dans une mission du 6 au 19 jours. Une mission d'évaluation de ces accords avec l'ancien régime. Il s'agit du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit d'un montant de 1,6 milliard de dollars. Il s'agit aussi de la facilité pour la résilience et la durabilité d'un montant de 320 millions de dollars. Cependant, dès le 4 juin 2024, le Sénégal lève 450 milliards de francs CFA sur le marché des euro-obligations, communément appelés les eurobonds. Une opération réalisée en deux tranches, avec un taux nominal de 7,75% et une maturité de 7 ans. L'opération permet au Sénégal d'accéder au cercle restreint des pays subsahariens à recourir à ce marché en 2024. Mais ce marché n'est pas le seul auquel l'État du Sénégal va recourir en 2024. En effet, au 26 juin, ces trois emprunts obligataires d'une valeur globale de 256 milliards de francs CFA à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA que le nouveau régime va décrocher. Alors que pour la deuxième tranche, c'est un taux de 6,25%. C'est donc plus de 700 milliards de dettes contractées par le nouveau régime en moins de 3 mois. Selon le Premier ministre, c'est une prouesse qui démontre la fiabilité et la confiance qu'accordent les investisseurs au pays. Ce qui n'est pas forcément de l'avis de ces détracteurs qui dénoncent un endettement à outrance à des taux d'intérêt trop élevés qui exposent le pays. Ce pays qui jusque-là souffre d'inflation. Une inflation que le président nouvellement élu avait promis de combattre dès son investiture. Pour y arriver, le régime Diomaye a fait recours aux concertations élargies à tous les acteurs concernés. C'est ainsi qu'au 13 juin 2024, le secrétaire général du gouvernement a brandi une série de mesures retenues pour alléger les prix de certaines denrées alimentaires, comme le sucre cristallisé, qui a connu une baisse de 50 francs CFA sur le kilogramme, le riz brisé non parfumé, qui a baissé de 40 francs CFA sur le kilogramme, 100 francs CFA de moins sur le coût du litre de l'huile raffinée, 15 francs CFA de moins sur la baguette de pain et une suspension de la taxe parafiscale sur le
ciment de 2000 francs CFA. Des mesures qui seront validées par le Conseil national de la consommation une semaine plus tard, malgré le désaccord des boulangers qui ont fini par céder à la pression de l'État. Une belle victoire qui permettra au nouveau régime de réduire l'inflation afin de se consacrer à la relance de l'économie. Mais cette sérénité ne va pas durer, puisqu'au 26 septembre, le coup de tonnerre arrive de la part du ministère des Finances. En effet, le gouvernement, brandissant le rapport de l'inspection générale des finances, replonge le visage économique du pays dans la torpeur avec des chiffres ahurissants. En effet, le rapport révèle un déficit budgétaire de plus de 10% au lieu de 7% annoncé par l'ancien régime. Un taux de dette publique qui dépasse 80%. Un surfinancement de 600 milliards disparus sans trace. Ces révélations seront suivies d'effets immédiatement car la situation catastrophique des finances publiques annoncée par le gouvernement lui-même ne va pas laisser indifférents les agences de notation financière. D'abord Moody's et puis S&P Ratings baissent la note du Sénégal et le place sous surveillance. Le FMI, sur demande de l'État du Sénégal, suspend ses décaissements et les caisses du Sénégal se retrouvent de nouveau à vide, dans un contexte où l'Assemblée nationale est dissoute, alors qu'il n'y a même pas eu de débat d'orientation budgétaire. Il a donc fallu au nouveau régime de recourir encore et toujours au marché des euro-obligations pour gérer les dépenses courantes. C'est ainsi qu'en fin octobre, l'État du Sénégal lève un nouvel emprunt obligataire de 181 milliards de francs CFA. 2024 sera donc marqué par un endettement répétitif du nouveau régime qui totalise une dette d'au moins 896 milliards en seulement 7 mois d'exercice. Et même si la loi de finances 2025 prévoit un budget de 6 000 milliards, au vu des chiffres de la dette actuelle et du déficit budgétaire, l'économie du pays ne risque pas de mieux se porter en 2025. Nous avons suivi cet élément. Quelle appréciation ou bien quelle lecture faites-vous de cette situation qui est décrite dans cet élément? Oui, je pense que la situation a été bien décrite, surtout 2024. Effectivement, pour résumer un peu ce qu'on vient de voir à travers cet élément, c'est que 2024 a été une année extrêmement difficile sur le plan des finances, mais également sur le plan surtout de la gestion de l'économie nationale dans sa globalité, puisque effectivement nous avons vécu des événements majeurs comme l'élection du président de la République, l'élection des députés, qui est une élection anticipée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été prévu dans cette loi de finances qu'on était en train d'étudier. Donc ça veut dire qu'il y a un arrangement, il fallait trouver donc des moyens pour le faire. Il fallait trouver des moyens pour le faire et on n'avait pas encore plus grave encore, on n'avait pas d'Assemblée nationale pour pouvoir faire une loi de finances rectificative, compte tenu de considérations sociopolitiques. Donc, ça a été une année extrêmement difficile et cela démontre également, c'est ce qui explique également les va-et-vient que l'État faisait au niveau des places financières, aussi bien internationales qu'au niveau de la zone IMOA, pour quand même avoir des liquidités et continuer à insuffler, à assurer la prise en charge des dépenses récurrentes, des dépenses obligatoires. Est-ce que cela ne démontre pas d'une part aussi la faiblesse de notre système économique qui, à chaque fois qu'on a certains événements majeurs, bouleverse presque totalement, on va dire, les affaires économiques? Oui, en fait, nous sommes dans des économies au niveau du Sud, si je peux utiliser le mot Sud, au niveau en tout cas des pays qui sont en développement ou en quête de développement stable et durable, nous sommes dans des économies très fragiles. Nous sommes dans des économies très fragiles, oui, parce que les certitudes économiques ne peuvent pas tenir face à certains chocs. J'en veux pour exemple l'arrivée de la Covid-19, qui avait totalement et continue totalement à avoir des impacts sur la gestion de nos économies. Et la guerre au niveau entre la Russie et l'Ukraine, bien que cette guerre se passe à des milliers de kilomètres du Sénégal, nous continuons toujours de ressentir également les conséquences de cette guerre. Cela démontre qu'effectivement nous avons des économies qui sont très sensibles, en tout cas aux chocs extérieurs et même internes. Donc c'est des économies qui ne sont pas très bien assises, c'est des économies qui ne sont pas solidement ancrées dans certains domaines, parce que nous avons des certitudes qui bougent en fonction des événements qui doivent arriver. Ces certitudes sont quoi? Nous faisons des prévisions sur la base des ressources que nous avons en établissant notre budget. C'est la base des ressources surtout douanières et fiscales.
qui constitue l'essentiel de nos rentrées en termes de gestion, en termes de finances, de recettes budgétaires. Maintenant, le reste, c'est des éléments que nous allons, c'est des montants que nous allons chercher sur les places financières au niveau de l'extérieur. Et c'est ce reste-là qui va permettre à ce que notre budget soit équilibré. Et ce reste-là, déjà, constitue un élément important dans l'ordre d'un pourcentage assez important par rapport au PIB et par rapport au budget. En 2024, nous avions au départ, par rapport à la loi de finances initiale, quelque chose comme 890 milliards à chercher pour équilibrer le budget, le gap. Et alors, si vous avez déjà 890 milliards à chercher au niveau de certains partenaires, on trouve déjà des situations extraordinaires. On fait des enquêtes, on fait des études. On se trouve qu'également, il y a vraiment, à sortir de ces études-là, certaines informations qui nous sont parvenues, et c'est des informations qui sont toujours dans les vérifications, nous permettent de dire effectivement qu'il y a eu vraiment des errances dans le cadre de la gestion. Ça n'a pas été orthodoxe, ça n'a pas été classique. En tout cas, la situation présentée ne reflète pas la véritable réalité. Avant d'aller en profondeur dans cette analyse-là sur la gestion, revenir un peu sur l'impact au niveau des Sénégalais. Comment pensez-vous que les Sénégalais ont vécu cette année du point de vue économique? Mais très difficilement. L'économie sénégalaise n'a pas tourné du tout. Parce qu'effectivement, vous voyez que nous avons tenu les élections présidentielles au mois de mars. Ce qui veut dire que durant tout le premier trimestre du mois de mars, et même bien avant, fin 2023-2024, nous étions dans des crises sociopolitiques exacerbées, des crises qui n'ont pas encore d'équivalent dans l'histoire politique du Sénégal. Ce qui s'est passé entre 2022, 2021 jusqu'en février 2024, parce que c'est à partir de février 2024 que en fait les trucs se sont stabilisés, parce qu'on avait retenu maintenant une date pour les élections présidentielles. Mais bien avant, il y a eu tellement de remous et de secousses qui ont affecté durablement l'économie, et après maintenant, c'est la période des élections. Encore 2 mois encore, jusqu'au mois d'avril. Jusqu'à l'installation. D'inactivité. 2 mois encore d'inactivité, et 2 mois où les économies, les commerces, le secteur informel, les entreprises ne tournaient pas du tout. Pourquoi? Parce que du fait des questions sécuritaires, mais également du fait de marché et de possibilités. Si l'économie ne tourne pas, il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de commandes publiques récurrentes. Le secteur privé ne travaille pas. La sécurité est là, c'est des questions sécuritaires. Il y a eu des scènes de pillage, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a combien d'entreprises qui ont été affectées durablement. Et on a vu maintenant que ces entreprises-là étaient même en train de dégraisser, de limoger des gens, de réduire la commande, de réduire leur production et leurs jours d'ouverture, les heures de travail. Mais ça, ce n'est pas sans répercussion sur la population, parce qu'en fin de compte, toutes ces choses-là devaient être, c'est bien les services produits, devaient être en majorité pour service de la population. Mais c'est également la population qui devait travailler et qui devait bénéficier de ces regains d'activité économique pour pouvoir y tirer leur compte, avoir des revenus leur permettant de vivre décemment. Donc c'est ça le problème aussi. Et effectivement, et ça et maintenant également, on est arrivé à l'élection. Le panier de la ménagère forcément. Ah oui, et puis, malgré le fait que c'est l'État, le nouveau régime qui est arrivé ait pris en fait les initiatives d'aller vers la maîtrise de l'inflation, vous voyez qu'effectivement, on peut avoir de la volonté, on peut être ferme sur certaines choses, mais on n'a pas encore la possibilité de mettre un gendarme ou un policier derrière chaque boutique. Le suivi. Le suivi qui pose problème. Vous allez dans les marchés de l'intérieur, les boutiques des quartiers, vous verrez que les prix n'ont presque pas changé du tout. Alors que l'État a consenti beaucoup d'efforts en termes de renoncement à des taxes, mais également en termes d'accompagnement. Mais ces efforts bénéficient à qui? Aux intermédiaires qui sont au niveau de la chaîne, mais pas à la population de façon globale. Ça également, c'est un problème. Ce qui explique jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal est presque dans la même situation. Nous sommes sur le plan commercial. Malgré les mesures prises par malgré ces mesures d'accompagnement et autres, franchement, ces mesures ont été très très peu suivies. Les populations, pour la plupart, à 80-90%, continuent d'acheter avec les mêmes prix qui étaient fixés avant en fait, la prise de ces décisions par le gouvernement du Sénégal. Malgré le fait également que le budget du Sénégal a déjà consenti beaucoup d'efforts par rapport à cela, mais ces efforts-là ne se ressentent pas, n'arrivent pas au niveau de ces populations-là. Ce qui fait que nous sommes toujours
dans l'attente de et à côté de ça, le nouveau gouvernement, quand il est arrivé, il a quand même posé des actes très forts qui vont impacter dans la vie économique. Le premier acte, après bien sûr ces mesures prises pour réduire le coût de certains denrées alimentaires, le gouvernement est revenu à la charge en annonçant des chiffres. Et c'était extraordinaire à l'époque, parce que le gouvernement avait annoncé les chiffres de la dette. Nous étions à plus de 80% de la dette publique, nous étions à plus de 10% du déficit budgétaire. Ces décisions du gouvernement ou bien ces annonces du gouvernement ont aussi eu leur impact dans la vie économique. Oui, en fait, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que, en fait, le gouvernement a pris ses décisions dans le sens de dire qu'en fait, il faut dire la vérité, gérer par la transparence, mais gérer également, en fait, pour dire vraiment marquer en fait le point de départ. Nous sommes partis de tel point et nous voulons arriver à tel point. Et c'est en fait une rigueur dans la gestion, mais c'est un courage. Ils ont eu le courage de le dire. Parce que ça aurait été certain, ils le diront jamais. Ils diront, bon, ils vont gérer à l'interne, essayer de trouver des solutions. Parce que également, le fait de le dire, parce que la finance est faite d'information, ça comporte beaucoup de risques. Et d'ailleurs, nous avons vu que Moody's, automatiquement, a rétrogradé la note du Sénégal. Ensuite, Standard & Poor's également a suivi. S&P Ratings. Oui, Standard & Poor's également a suivi, et également, dans le même sillage, également a essayé de réduire la note du Sénégal. Mais cela veut dire que également ces gens-là qui sont en face des bailleurs, le nouveau régime qui est arrivé, c'est des gens qui ont le courage d'assumer leurs actes. Mais c'est des gens également qui ont une vision qu'ils veulent implémenter par rapport à ce qu'ils ont trouvé. Et maintenant, aux yeux des investisseurs, aux yeux des partenaires techniques et financiers, c'est des gens à qui on peut faire confiance. Mais comment leur faire confiance? C'est attendre d'abord qu'ils nous donnent le signal sur ce qu'ils veulent faire et comment est-ce qu'ils veulent le faire. Et maintenant, c'est à partir de ce moment-là que ces gens-là reviendront maintenant pour travailler avec l'équipe qui est là. Parce qu'en vérité, si vous avez suivi un peu le cursus, en tout cas la procédure depuis qu'ils se sont installés, c'est qu'effectivement, ils sont venus pour dire, nous avons une priorité pour travailler d'abord au niveau interne. Doyen, juste pour terminer, parce qu'on me signale que nous n'avons plus de temps, juste pour terminer un peu, peut-être pour conclure sur les perspectives de 2025. Oui, 2025, après avoir un peu consulté la loi de finances initiale de 2025, nous avons vu que nous allons vers une gestion prudente, mais également ancrée sur certaines valeurs, ancrée sur certaines possibilités internes. Ça veut dire qu'on aura moins de recours, en tout cas, nous privilégions l'aspect interne pour le financement de nos activités, et en ce sens également que, parce que à la différence de 2024, il y a des prévisions qui sont beaucoup plus réalistes mais beaucoup plus prudentes, parce qu'il y a tellement de moyens-valus sur ce qui avait été prévu en 2024, plus de 600 milliards vers 800 milliards de moyens-valus, et ce qui a fait que ces prévisions-là n'étaient pas des prévisions très réalistes. Et confronté à ces chocs-là, on a vu ce que ça a donné comme résultat. Maintenant, on est revenu à la prudence, on est revenu à un peu l'orthodoxie, mais également, on est revenu à une concentration des efforts au niveau interne pour réduire les moyens-values, pour également réduire les pertes de recettes qui sont énormes, les exonérations, les pertes de recettes, mais aussi pour faire en sorte que l'assiette fiscale, en termes d'entreprises qui sont dans le secteur informel, en termes d'entreprises qui ne sont pas encore immatriculées, puisse être élargie et permettre à ce qu'on ait moins de fiscalité, mais plus de recettes à travers un élargissement de la base de l'assiette. Donc, vous pensez que le budget est effectivement... Oui, la loi de finances est effectivement moi, c'est sincère. L'aspect prudence est d'abord l'aspect assainissement au niveau interne qui me donne une certaine confiance. Mais il faut dire également que cela ne veut pas dire qu'en 2025, nous aurons une situation extrêmement belle qui sera vraiment 2 fois plus belle que 2024. Non du tout. Mais en tout cas, les perspectives économiques, moi je les situe au niveau de 2027-2028, qui permettront au Sénégal de pouvoir maintenant, si cette lancée-là est maintenue et la cadence, essayer pour pouvoir espérer accéder à des niveaux supérieurs. Nous gardons espoir, doyen. Merci beaucoup en tout cas. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des finances et de la gestion des risques. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la CTV, de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres émissions. Merci.